session de expérience industrielle. Donc, comme la première, nous aurons deux présentations. La première par Aurélie Schweitzer d'Eurodécision, qui va nous parler d'une expérience sur la planification nominative de petites équipes. Voilà, exactement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un projet qui vient tout juste de se finir, qui a démarré en novembre. On s'y perd un peu avec le Covid, novembre 2020, et donc qui a duré 1 an et demi. C'est quand même un assez long projet. Donc, quand même, juste pour faire une petite intro du plan. Donc, je vais réexpliquer quand même un petit peu le contexte, le métier où ça se situe, mais c'est assez simple à comprendre, ce n'est pas un métier technique. Quels étaient les objectifs du projet? Ensuite, je vais parler de la problématique métier, en fait, quels sont spécifiquement au démarrage du projet, la problématique métier qui se posait un petit peu. On avait déjà un petit peu en tête où seraient les difficultés, on va dire. Ensuite, les étapes du projet et la présentation va vraiment se concentrer sur le déroulement de l'étude qui a constitué une bonne partie du projet sur lequel on a vraiment testé nos modèles en faisant tourner sur des données réelles pour les valider, voilà, avec essais-erreurs de nombreuses fois pour aboutir à des plannings qui convenaient aux clients. Donc, une partie, j'appelle ça modélisation, mais ça va être très macro. Je ne vais pas vous présenter le modèle mathématique, juste dire un petit peu les technos, le découpage qui a été effectué, et puis les ajustements qu'on a été amenés à faire pour prendre en compte des soucis qu'on avait sur les premiers résultats. Et ensuite, c'est une sorte de conclusion, ça reprend une partie des éléments, mais c'est vraiment un bilan sur ce retour d'expérience et ce qui semble pour moi être les points qui ont été clés pour la réussite du projet. En fait. Voilà. Donc, en fait, c'est un client qui s'appelle la boutique du coiffeur. Donc, moi, je ne savais pas que ça existait. Donc, voilà, c'est des magasins spécialisés en tout ce qui est produits pour la coiffure. Ils sont aujourd'hui 140 magasins répartis essentiellement en France. Et ces magasins sont tenus par des petites équipes. C'est entre 3 et 8 personnes selon la taille du magasin et la zone géographique où ça se situe. Donc, en fait, jusqu'à ce qu'on arrive à la planification, donc les plannings vraiment des employés étaient effectués à la main par des planificateurs. Donc, il y a 5 planificateurs pour faire les 140 plannings. Et quand même à l'aide d'un ERP qu'ils avaient développé en interne, mais sans optimisation. Donc, c'est vrai que, on se dit c'est des petites équipes, donc ça ne va pas être très long à faire, mais comme il y a quand même 140 magasins et qui voyaient qu'ils étaient en croissance, ils ont souhaité s'équiper d'un outil automatique pour pouvoir gagner du temps. Donc, c'est là qu'on s'inscrit, c'est là que nous sommes arrivés. Donc, je vous ai montré à quoi ressemblait un planning, ce qu'on appelle un planning nominatif. Donc, c'est vraiment jour par jour. On a le planning. Donc, une grosse colonne, ça va être une journée. Et une colonne de couleur, ça va être un employé. Donc, il va falloir définir. Alors là, c'est assez simple quand même, la façon dont on définit sa journée, puisque c'est quelqu'un qui travaille dans un magasin. Donc, on a juste 1 heure de début, 1 heure de fin et un temps de pause. Donc, voilà, donc, ce qui fait que c'est assez visuel. Donc, on a développé un moteur d'optimisation pour construire ces plannings de manière automatique. Et l'objectif, c'était d'intégrer ce moteur d'optimisation dans l'outil qu'ils avaient déjà fait. Donc, ce qu'on va voir par la suite, c'est qu'en fait, le moteur, il se compose de 2 modules d'optimisation, pas un seul. Un premier module qui construit un planning modèle et un deuxième qui construit les plannings nominatifs qui sont l'objectif quand même de l'outil. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce fonctionnement en 2 phases, c'est ce qu'ils faisaient à la main, finalement. Et ça nous a semblé la meilleure façon de procéder aussi, de suivre ces 2 étapes. Donc, je vais vous expliquer pourquoi cette étape intermédiaire de planning modèle. Donc, on rentre dans le vif du sujet, en fait. Donc, ils sont organisés en 2 périodes par an. Donc, il y a une période de 5 mois, une période de 7 mois, ce qu'on appelle une période de modulation.
Et voilà, on est au temps de l'annualisation du temps de travail, donc les gens ne travaillent pas le même nombre d'heures selon les semaines, selon les journées. Et donc, à la fin d'une période de modulation, il faut qu'idéalement, tout le monde arrive à 0, donc ait travaillé ni trop peu, ni plus. Et donc, sur une période de modulation, on va vouloir calculer un planning modèle qui est basé vraiment, pour le coup, sur le taux horaire des employés. Donc, une personne à plein temps, on va lui planifier ses 35 heures, ni plus ni moins. Et bien sûr, on va avoir toute la réglementation du travail. Ça, c'est les joies de la planification RH en France. Voilà. On a pléthore de réglementations, mais au bout d'un moment, moi, je travaille beaucoup dans la planification des ressources humaines. Bon, il y a quand même il y a un certain nombre de règles qu'on retrouve, mais il y a toujours des petites spécificités. Et le deuxième élément, l'autre élément dont on a à sa disposition qui est important, c'est en fait, ils nous ont fourni une courbe de charge. Donc, c'est réparti sur la semaine, réparti sur tous les moments de la journée. Ils nous fournissent une cible, un nombre d'employés à avoir par quart d'heure, jour par jour. Alors, comme vous pouvez voir, ce n'est pas un nombre entier. Ça peut être un peu surprenant pour un nombre d'employés, mais bon, voilà. Parce qu'ils ont fait des calculs basés sur un chiffre d'affaires et ils arrivent à ces chiffres-là. Ils souhaitaient quand même garder cette finesse-là, en tout cas en entrée du modèle. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en bleu, c'est tout ce qui est sous-effectif. C'est ça. Donc, la cible, c'était de 4 employés. Hein, et donc, le modèle a planifié 2 employés. Et toutes les phases en rouge, on est au contraire en sureffectif. Donc là où on avait 0,6 employés, on a mis 2 employés. Bon, mais on voit bien qu'une deuxième personne a dû être ajoutée en cours de matinée. On ne peut pas la faire repartir chez elle pour un quart d'heure. Donc forcément, on se retrouve avec du sureffectif. Donc évidemment, cette courbe de charge, elle est très chahutée. Donc nécessairement, il y aura excédent, déficit quand même à pas mal d'endroits. Mais l'objectif, c'est d'aller minimiser quand même cet excédent et ce déficit. Donc là, on a un peu un planning type en fait pour une période donnée, mais on sait qu'ensuite, quand on va passer au vrai planning, il va y avoir quand même des écarts assez conséquents. Donc pourquoi est-ce qu'ils faisaient ce planning modèle et on a gardé ce fonctionnement? L'idée, c'est de ne pas quand même avoir trop de variations pour les employés tout au long de l'année. Donc voilà, on sait que la charge de travail est fluctuante. Donc là, c'est juste un petit exemple que je vous ai mis. C'est un magasin de 5 employés. Et ce qui est représenté graphiquement, en fait, c'est le nombre d'heures de travail cible pour la semaine. Donc, sur une période basse, il faut planifier 130 heures de travail. Et sur une période haute, 168 heures. Donc, ça fait 30% d'écart. Donc, c'est quand même beaucoup. Et voilà, la flexibilité du travail nous permet d'affecter entre 4 heures et 9h45 un employé chaque jour de la semaine. Donc, l'idée du planning modèle, c'est de dire on a ce modèle, on sait qu'on ne va pas être pile poil dessus, forcément, puisqu'il va y avoir des semaines hautes, des semaines basses. Hein. On aura peut-être quelques semaines moyennes, mais bon, pas si souvent que ça. Et donc, c'est quand même un guide pour que les employés aient une forme de régularité dans leur planning. C'était vraiment ça l'idée du planning modèle. Donc, on a repris. Donc, sur la base de ce planning modèle, en fait, on va vouloir construire vraiment les plannings nominatifs jour par jour. Et voilà, c'est une problématique quand même assez complexe, très contrainte évidemment par la réglementation, mais très contrainte aussi parce que ce sont des petites équipes. Donc, dans un magasin avec 3 personnes, il suffit qu'une personne soit en vacances, la marge de manœuvre est quand même assez faible. Hein. Quelqu'un qui ouvre, quelqu'un qui ferme, le magasin ne peut pas être sans employés pendant la journée. Donc, on a en fait la contrainte de notre courbe de charge. On a vu ça dans le planning modèle, mais donc c'est la même chose pour le planning nominatif. On a, ça c'est quelque chose que j'évoquais, hein, l'idée de ne pas générer d'heures supplémentaires. Donc, en fin de période, on souhaite que les employés aient travaillé en moyenne leurs 35 heures. Et
Donc ça, c'est plus l'aspect un peu économique, je dirais, pour s'assurer que le nombre d'employés nécessaire est présent. Donc quand il y a plus de monde, on veut plus d'employés. Donc ça, c'est la courbe de charge qui va nous indiquer ça. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'ils étaient très, très attentifs en fait, au bien-être de leurs employés. Donc il y avait plusieurs aspects sociaux. Un premier que j'ai évoqué, c'est de dire qu'on aimerait une forme de régularité. Alors, une fois qu'on nous a dit ça, on ne nous a pas dit grand-chose, finalement. C'est ça qui est compliqué. C'est finalement, mathématiquement, comment on va dire, voilà, on voudrait que ça ressemble un peu, mais quand même, il y a l'aspect économique qui doit quand même rentrer en jeu. Une équité aussi entre les employés. Ça, c'était aussi très important. On a aussi pas mal cheminé pour qu'ils soient contents. Et des choses, voilà, une pause qui soit bien positionné. Quelqu'un qui va commencer tôt, on ne veut pas lui donner sa pause à 15 heures, par exemple. Donc, tout ça réuni, ça fait un équilibre assez complexe à trouver. Et vous allez voir qu'on a quand même pas mal tâtonné avant d'avoir des plannings qui satisfaisaient le client. Alors, donc, juste très rapidement, c'est toujours un petit peu, on travaille toujours en général de la même manière. On a une phase de cadrage, donc des ateliers avec les gens du métier qui nous expliquent comment ils font aujourd'hui pour planifier leurs employés, qu'est-ce qu'ils prennent en compte comme contraintes. Donc, on liste toutes les contraintes. On commence aussi à parler critères d'optimisation, même si ce n'est pas forcément comme ça qu'ils appellent ça, mais voilà. Comment ils vont juger qu'un planning est meilleur qu'un autre planning, hein, on les fait parler là-dessus, pour pouvoir développer les moteurs. Et ensuite, donc on a développé ces deux moteurs, donc on y reviendra après. Et ensuite, il y a la phase d'étude qui démarre, donc sur des vraies données de certains magasins. On fait tourner les moteurs, on présente les plannings. Ça ne va pas, on recommence, on ajuste les modèles, on représente des plannings. Voilà, tout ça jusqu'à converger. Et donc, une fois qu'ils sont contents des résultats, on a industrialisé, c'est-à-dire on a intégré le moteur directement dans leur outil. Donc, depuis leur outil, ils peuvent lancer. Alors, ce n'est pas eux qui lancent, en fait, parce que comme il y a 140 magasins à lancer, ça va être lancé la nuit par un. C'est plus l'informatique qui va s'occuper de faire les lancements et les planificateurs qui vont récupérer les résultats le matin. Et ça, on verra aussi quand on sera au temps de calcul. Bon, ça, je vous ai dit tout ça, donc ça, c'est très bien. Donc, juste un petit point sur la phase de cadrage. Donc, le dernier aspect qu'on a été amené à traiter, c'était de cartographier les magasins. On savait qu'après, il faudrait lancer donc, sur des magasins précis. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir... On était parti sur 4 cas. Et donc, d'essayer de choisir 3-4 magasins qui soient un peu représentatifs de tous les types de magasins qu'ils avaient. Donc, finalement, voilà, on est parti sur 4 cas. Un magasin moyen, un grand et un petit. Et ils ont aussi souhaité... Alors, ça, c'était intéressant parce qu'ils le font très peu aujourd'hui, mais ils se sont dit, voilà, ce serait intéressant de voir comment ça se comporte. Regrouper 2 magasins qui sont très proches géographiquement et donc pour lesquels un ou plusieurs employés peuvent aller dans un magasin ou l'autre, même dans la même journée, le matin, l'après-midi. Donc, c'était le cas de Dijon. Donc, voilà. Donc, on avait choisi les magasins, donc on allait pouvoir commencer à lancer l'étude. Donc, ils avaient toutes les données qu'il fallait. Les choses se sont quand même bien passées en termes de données. Il y a eu assez peu d'allers-retours. Des données de qualité qui nous ont permis très vite de lancer les modèles sans perdre de temps. Donc, ça a été très long de converger, ce que je vous disais. Donc, il a fallu 16, je dis 7, mais c'est 16 versions différentes de planning modèle et 18 versions différentes de planning nominatif pour que, enfin, ils nous disent « Ah, non, c'est bien, on ne touche plus à rien ». Donc, en fait, voilà, là, je vais rentrer un petit peu dans le détail de cette étude et vous indiquer un petit peu ce qu'on a été amené à changer, en fait, pendant toutes ces itérations. Donc, la première partie qui a quand même beaucoup bougé, c'est l'aspect contrainte, en fait. Donc,
ce que j'ai appelé le socle initial de contraintes. Ce sont les contraintes qui ont été identifiées lors de la mission de cadrage. En fait. Donc, ils nous ont dit, il y a ça, il faut respecter ça. Donc, je vous passe les détails, je vous épargne les détails, mais voilà, les pauses, elles doivent être comme ci, comme ça. Bon, les règles légales, je dirais qu'elles sont connues, il n'y avait pas vraiment de raison d'en oublier. Et ensuite, il y avait des règles voilà, spécifiques au planning modèle. On a vu, hein, voilà, tout bêtement, hein. Chaque employé est planifié 35 heures, plein temps. Et ensuite, des règles spécifiques au planning nominatif. Donc, ils étaient partis avec l'idée de dire, notre planning modèle, il va nous guider pour au moins l'ouverture et la fermeture. Donc, quelqu'un qui était d'ouverture, donc qui ouvrait le magasin dans notre planning modèle, et bien, tout au long de l'année, ça sera lui qui ouvrira, sauf s'il est en vacances. Et de la même manière pour la fermeture des magasins. Donc, ça faisait déjà pas mal de contraintes, mais malgré tout, voilà. C'est toujours ce qui se passe. Hein. Tant que les gens n'ont pas vu un vrai planning, il y a tout un tas de contraintes qu'ils ont oubliées. Par contre, dès qu'ils voient le planning, ils font « Ah, oups, oulala, non, ça ne va pas du tout ». Donc, l'optimisation, elle cherche à optimiser partout où elle peut, hein, si on n'a pas de contraintes. Voilà. Et donc, il y a plein de contraintes qui sont apparues petit à petit en plus. Et évidemment, sinon, ce serait trop simple. Elles ne viennent pas toutes d'un coup, hein, parce que ça va être, sur le petit magasin, ça va être certaines contraintes. Sur un grand magasin, ça va être une autre contrainte. Et donc, petit à petit, voilà, notre socle de contraintes s'est alourdi, je dirais, quand même. Alors, avec l'avantage de réduire la combinatoire, hein, quand même, c'est quand même un avantage, mais c'est un processus qui peut être assez long et itératif. Donc, typiquement, voilà, les grands magasins, voilà, ils n'y avaient pas pensé, mais qui sont en région parisienne, c'est un travail apparemment beaucoup plus fatigant, et donc ils ne mettent jamais leurs employés 9h30 sur une journée. Ils ont rajouté pas mal de contraintes sur les pauses, soit non, comme ci, comme ça, ah non, là c'est... Donc quand même, le pauvre, il a une journée courte, donc il faut lui faire une pause que d'une demi-heure. Là, il y a une journée longue, on a le droit de faire une demi-heure, mais nous, on ne fait jamais une demi-heure. Voilà. Tous ces ajustements-là qui nous ont permis de... Alors, je dirais que ça, en soi, ce n'est pas vraiment compliqué. On rajoute des contraintes. On verra en plus par la suite que dans le modèle mathématique, en fait, la construction vraiment des journées de travail, c'est quelque chose qui est fait en amont. Donc, on a pas mal de souplesse pour rajouter des contraintes et construire nos journées de service. Donc, après, sur le planning nominatif, ce n'était pas tant l'aspect contrainte qui a été compliqué, c'était plus la fonction objectif, en fait. Donc, c'est ce que je disais au début, hein. On s'est retrouvé face à cette demande de régularité des plannings et on ne savait pas bien voilà, quoi en faire. Il y avait l'idée de départ, hein, c'était sûr qu'on allait la garder, cette notion d'avoir les mêmes personnes d'ouverture et de fermeture. Donc, c'est quand même un guide. Les gens savent s'ils sont plutôt du matin, plutôt du soir. Donc, on a un peu de régularité. Mais très vite, avec uniquement cette contrainte-là, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ce qu'ils faisaient aujourd'hui. C'était quand même encore beaucoup trop chahuté, en fait. Donc, on a pas mal tâtonné sur comment on représentait ça. Est-ce que c'était une contrainte? Est-ce que c'était un critère, finalement? Et finalement, on est arrivé à rajouter deux choses. On a rajouté vraiment une notion de marge par rapport à nos horaires. Donc là, bon, ça a été fixé à 2 heures. Voilà, c'est beaucoup déjà 2 heures. En plus ou moins 2 heures, on est en train de dire que quelqu'un qui finissait allez, 15 heures, il va pouvoir finir entre 13 et 17 heures. Donc, on parle de régularité, mais malgré tout, ça permettait qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Parce que là, finalement, avec notre contrainte, on contraignait uniquement les gens qui étaient d'ouverture et de fermeture, et les autres pouvaient avoir finalement une journée qui ressemblait en rien à la journée de la semaine d'avant. Et le deuxième point qui nous a permis aussi d'arriver à quelque chose de satisfaisant par rapport à la régularité, c'était de conserver l'ordre d'arrivée et de départ. Donc finalement, on était un peu sur cette même idée, mais pour tous les employés. Donc voilà, on a vraiment un ordre d'arrivée, un ordre de départ
Et effectivement, ça paraît assez logique. Psychologiquement, on sait que, voilà, moi, je suis arrivée avant, je repars avant, après, c'est un tel qui arrive. Donc ça nous a rajouté encore, je vous ai dit une bêtise, hein, c'était des contraintes, encore une fois. On a continué à contraindre notre problème. Et donc, de fil en aiguille, en plus, quand on arrive dans la planification nominative, on a des contraintes opérationnelles. Hein. Il y a des employés qui ne sont pas là, qui sont en formation. Et donc, c'est encore un petit peu plus compliqué de faire avec moins de gens. Et donc, on est arrivé à la problématique que sur certaines semaines, on n'avait pas du tout de solution. Parce que toutes ces contraintes avaient été mises en contrainte dure, en fait. Et il a fallu développer un mode dégradé, parce qu'évidemment, on ne peut pas dire à un client qu'il n'a pas de solution. On peut lui donner une solution un peu moyenne et qui va les modifier, mais pas de solution, ce n'est pas recevable, en fait, d'un point de vue outil industriel. Donc, ce qu'on a fait, c'est... la question était de savoir quelles contraintes on s'autorise à violer. Donc, on a fait le choix de... Alors, idéalement, on dirait qu'il faut mettre toutes les contraintes, mais après, il faudrait les hiérarchiser. Quelles contraintes le client préfère voir nous respecter en premier? On a préféré faire un fonctionnement assez simple, en fait. On n'a pas désactivé toutes les contraintes. De toute manière, toute la législation du travail, on ne peut pas ne pas la respecter. Et on n'a pas hiérarchisé en fait, les contraintes désactivables. Donc, on lance une première optimisation avec toutes les contraintes dures. Et c'est uniquement si il n'y a pas de solution qu'on désactive des contraintes et qu'on rajoute en fait un nouveau critère qui dit « donne-moi la solution qui viole le moins possible de contraintes ». Donc, c'est vraiment 1 pour une contrainte et on va minimiser le nombre de contraintes violées. Donc, l'utilisateur, il a son résultat, mais il a aussi la liste des contraintes qui ne sont pas respectées. Et ça va être lui, éventuellement, qui, à la main, va faire des choix peut-être un peu différents et orienter ça. Donc ça, c'était indispensable pour pouvoir livrer quelque chose d'utilisable. Alors évidemment, en termes de temps de calcul, on se rajoute potentiellement, puisque là, on est en train de dire qu'on lance potentiellement 2 optimisations. Et comme on va le voir juste après, comme on lance semaine par semaine, sur 7 mois, ça peut faire vite quand même du temps en plus. Alors, donc par rapport à la modélisation, en fait, ce problème, c'est ce que je disais, c'est qu'on travaille quand même beaucoup sur des problèmes de ressources humaines. Donc, c'est un problème assez classique, mais c'est quand même 2 problèmes en un. En général, on a quand même plus l'habitude de résoudre ce problème. Oui, ce problème d'un côté et ce problème de l'autre. Là, on a les 2. C'est-à-dire il faut construire des journées de service. Donc, on a notre courbe de charge, hein, donc pas de temps par pas de temps, le nombre d'employés dont on a besoin. Et donc, le problème de couverture d'une courbe de charge en minimisant les excédents et les déficits, qui est là. Et on a aussi un autre problème à résoudre qui est vraiment planifier. Donc là, ce n'est pas du nominatif. Hein. On a juste construit des journées de travail, mais on ne sait pas qui fait quelle journée de travail. Et donc, la deuxième partie, c'est vraiment affecter ces journées de travail aux employés avec toutes les contraintes en plus de l'opérationnel, voilà, du quotidien. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, on avait 2 possibilités au moment de développer des modèles. C'était de dire, est-ce qu'il faut faire 2 modèles qu'on va enchaîner, ou est-ce qu'on est capable, chose qu'on n'avait jamais fait avant, finalement, de faire un modèle qui va traiter tout en une seule fois. Et donc, la particularité de ce cas, qu'on n'avait jamais rencontré avant, c'est qu'il y a vraiment très peu d'employés. C'est vrai qu'en général, les personnes qui veulent s'équiper d'un outil de planification automatique, voilà, on voit ça dans les réseaux de bus, ils ont 200 chauffeurs de bus. On ne pourrait pas résoudre un tel problème. Là, on est sur 5-8 employés, donc ce qui nous a permis de se dire
que ça devrait être possible. L'autre élément aussi, c'est que donc on est sur un horizon de planification qui est quand même très grand, 5 mois, 7 mois, mais on savait qu'on pouvait découper cet horizon par semaine sans perdre trop en qualité de solution. On va voir qu'il y a quand même des liens d'une semaine sur l'autre, mais pas énormément. Donc finalement, ça nous a permis de faire un seul modèle, donc le modèle de planification. Pour le planning modèle et le planning nominatif, ils sont un petit peu différents, mais on voit qu'ils vont être proches. Il va y avoir des différences dans les contraintes, dans les critères, mais on est sur le même type de modèle. Donc on est parti sur cette modélisation. Un seul modèle mathématique, c'est de l'APL, Simplex. Et on s'est quand même rendu compte qu'on n'était pas encore il y avait quelque chose encore qui manquait dans cet enchaînement des semaines, en fait. Puisque ce qu'on faisait, c'était donc planifier la première semaine. On avait quand même 2 infos à notre disposition, en fait. C'était ce qu'on appelle des compteurs de modulation. Donc, en fin de première semaine, on sait combien chaque employé a travaillé. Donc, s'il y en a un qui a travaillé un peu plus qu'un autre, on va vouloir essayer de rectifier sur la semaine suivante, que ce ne soit pas toujours les mêmes employés qui travaillent plus, pour avoir à l'arrivée un compteur nul. On avait aussi quand même un autre guide qui était fourni par les données du client, c'est qu'on avait une cible, c'est ce qu'on avait vu tout au début, on a un nombre d'heures par semaine à planifier. Mais malgré tout, ce n'était pas suffisant en fait. Il y avait 2 choses qui posaient souci. Je ne sais pas si je reviens juste rapidement parce que c'est plus parlant. Voilà. 2 choses qui posaient souci, c'est qu'on se rend compte en fait qu'il y a certaines cibles qui sont fournies qui ne sont absolument pas atteignables. Donc, on a une équipe de 3 personnes et on nous demande de faire 4,2 personnes. Ça arrive assez souvent. Et en fait, le problème, c'est qu'on nous demande de faire 130 heures. Nous, on fait 130 heures. Ça a toujours été le critère numéro 1. Et on se retrouve à ne pas pouvoir faire des heures donc sur une journée, un pas de temps. On va les faire ailleurs, même si ça ne sert à rien. En fait. On est obligé de respecter ces 130 heures. Donc, c'est là où on voyait qu'il y avait quand même des soucis. Et le deuxième souci qu'on avait, c'était par rapport au fait de tendre chaque employé vers 0. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une personne qui se retrouve avec 3 jours de récup la même semaine. Le moteur, lui, ça ne lui fait pas peur. Tant qu'on ne lui a pas dit que c'était interdit, c'était des récupérations un peu abruptes. Donc, en fait, on a mis en place un deuxième modèle mathématique, qui était aussi sous forme d'un PL, qui permettait de faire des calculs de trajectoire un peu sur notre période de modulation pour guider un petit peu mieux cette résolution semaine par semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a ajusté? On a ajusté 2 choses, en fait, par rapport aux éléments que j'ai donnés. On a ajusté cette cible hebdomadaire, parce que ce qui se passe, c'est qu'il nous avait fourni une cible un peu macro avec 3 valeurs possibles, en fait. Semaine haute, semaine moyenne, semaine basse. Donc là, on a fait un ajustement plus fin en tenant compte du nombre effectif de personnes qui étaient présentes pour travailler cette semaine-là et on n'allait pas au-delà de ce qui était possible de faire. Et on a aussi donc calculé une trajectoire sur le temps de travail. Donc là, c'était vraiment pour chaque personne, chaque semaine, un nombre d'heures à travailler dans la semaine en question. Et donc finalement, le modèle était le même, mais on fournissait des informations supplémentaires en entrée, semaine par semaine, pour un peu mieux guider. Donc typiquement, par rapport aux trajectoires de temps de travail, ça évite ces à-coups un peu violents et ça vient un peu plus lisser les choses. Donc ça, c'est ce que je vous disais au début, en fait. Dans la modélisation, en fait, il y a vraiment une phase amont qui est assez simple. On liste de manière exhaustive, en fait, toutes les journées de travail possibles. Donc voilà, en prenant en compte tout ce qui est réglementation du travail, on a tout un ensemble de journées de travail qui peuvent être faites par chaque employé.
Alors, sachant que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a peu de compétences. La plupart des employés sont interchangeables. Il y a quelques petites fonctions dont je n'ai pas parlé parce que c'était assez anecdotique sur le projet. Mais voilà, la plupart des employés sont interchangeables. Ça, c'est important. Parce que ça rajoute de la complexité. Donc, on a vu qu'on a rajouté ce pré-traitement en plus. Et donc, ensuite, on se retrouve avec un PL qui doit choisir les meilleures journées de travail à affecter à ses employés, donc pour venir minimiser les excédents déficits, mais aussi pour essayer d'avoir des compteurs équitables pour les différents employés et tout un tas d'autres choses. Comment je suis bien ou 52 presque fini. Donc, quelques petits éléments de temps de calcul, en fait. Donc, le planning modèle, lui, on le lance seulement sur une semaine, hein, c'est un planning type, mais on a beaucoup, beaucoup plus de liberté, en fait, dans la résolution du problème. On n'a pas ce problème de coller un planning modèle, on est en train de le construire. Et donc, en fait, on a limité le temps de calcul pour une semaine seulement à 2 heures. Et en général, on avait rarement besoin de plus. Enfin, ça a pu arriver qu'on n'ait pas atteint l'optimum au bout de 2 heures, mais la plupart du temps, c'était suffisant. Et même, sur certains magasins, ça pouvait être très rapide. Sur le planning nominatif, je vous ai donné quelques petits exemples à temps de calcul réel. Là, on a fixé un maximum de 2 minutes par semaine de résolution. Et comme on a vu, une semaine, elle pouvait être lancée 2 fois, en fait. Une fois en mode normal, une fois en mode dégradé. Donc, on a vite fait quand même de venir augmenter les temps de calcul. Donc là, c'est aller de quelques minutes à 3 heures de temps de calcul. C'est pour ça que mis bout à bout, 140 magasins, bon, il faut quand même une bonne machine pour mouliner tout ça et avoir l'ensemble des résultats. Ça s'est décalé. Donc, en conclusion, je dirais que le premier élément important, c'est vraiment le choix des jeux de données dans l'étude. Parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'on était sur un nouveau cas, on a rencontré des nouvelles problématiques. Et donc, si on ne fait pas ça, ben, c'est seulement par la suite que les clients vont rencontrer des plannings qui ne leur conviennent pas. Et ce n'est pas ça l'objectif, c'est de livrer un moteur qui convienne à peu près pour tous les magasins, mais on ne peut pas lancer 140 magasins dans notre étude. Donc, d'abord, le choix des jeux de données. Ensuite, voilà, comme on est dans la vraie vie, on oublie un petit peu la solution optimale. Hein. On veut fournir une solution quoi qu'il arrive et dans un temps acceptable. Il n'est pas question d'essayer de lancer 7 mois de calcul en même temps. Ça n'aurait pas eu grand intérêt. Donc, c'est ce qu'on a vu. On a découpé en semaines et on met quand même aussi un temps maximum. On est obligé de borner quand même le temps de calcul. On n'hésite pas à itérer par rapport aux contraintes pour être sûr de rien avoir oublié. Et je dirais que le point le plus important pour moi sur ce projet-là, ça a été que l'utilisateur, on était face à des planificateurs qui faisaient ça à la main avant. Ils ont besoin de comprendre les solutions du moteur. Il ne faut pas que ça s'apparente à de la magie. Sinon, ils ne vont pas vouloir l'utiliser, en fait. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions. Au début, le moteur fournissait une solution et ils étaient persuadés d'avoir quelque chose de mieux, en fait. Ils nous disaient, oui, mais alors attendez, si la personne, elle travaille un peu moins là, moi, je la mettrai là, etc. Et on a décortiqué comme ça des solutions et on a expliqué pourquoi la solution était finalement équivalente par rapport à tout ce qu'on avait défini avec eux. C'est un travail de longue haleine, mais qui est vraiment fondamental en fait, pour que l'outil soit accepté. Si les gens ne comprennent pas pourquoi c'est une solution plutôt qu'une autre, voilà, ça pose vraiment souci. Et ce qui aide dans la compréhension des solutions, c'est d'avoir des critères non compensatoires. Là, on est vraiment capable d'expliquer, même si c'est des gens qui n'ont pas fait de mathématiques. Voilà, vous voyez, à critère égal, on regarde le critère suivant. Ça facilite beaucoup les explications. La compréhension des solutions. Et le dernier point, je dirais, parce qu'on est sur des plannings voilà, du quotidien, à un moment donné, quand même,
Il commençait à nous parler de la braderie, dans tel magasin, 2 jours dans l'année. Il faut dire, il y a des petites choses que vous allez faire à la main. Le moteur, il va faire peut-être 90% du boulot quand même, mais il ne faut pas, à un moment donné, on se rend compte qu'on pourrait rentrer dans un engrenage et venir alourdir le modèle pour des petits cas qui existeraient rarement, et on pourrait dégrader d'autres choses. Donc là, il faut vraiment faire accepter que dans certains cas, oui, il y a des petits ajustements à la main qui sont inévitables, et c'est bien, parce que finalement, le planificateur, il garde la main sur son planning, et l'objectif, ce n'est pas qu'il applique son planning les yeux fermés, c'est qu'il garde sa connaissance métier aussi sur la construction des plannings. Donc voilà. Je ne sais pas si j'étais bien au niveau planning. Merci pour cet exemple. On a le temps pour 2 ou 3 questions. Vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai pas retenu. Pas de souci. Un seul planificateur pour tous les magasins. Ils sont 5 quand même, Ah, 5. 5 planificateurs. Et d'ailleurs, il y a un point qui est intéressant que je n'ai pas indiqué, c'est qu'ils avaient mis dans l'équipe, pour nous aider, 2 planificatrices. Et il y a 2 autres personnes qui sont arrivées à la fin et qui avaient évidemment plein d'autres idées, d'autres façons de voir les choses. Donc, impliquer un maximum de gens métiers, c'est toujours un petit peu… ça aide. Oui. Est-ce qu'il y a des temps partiels à analyser? Oui, alors il y a des temps partiels, effectivement. Ils sont beaucoup plus contraints, eux. On peut beaucoup moins en fluctuer sur… En fait, il y a 2 types de temps partiels. Il y a les temps partiels qui acceptent de faire des heures supplémentaires et les temps partiels qui n'acceptent pas. Mais c'est beaucoup plus encadré, les heures sup, sur les temps partiels. C'est fixe, c'est une après-midi Oui, fixe. oui. Il n'y a pas d'annualisé ou, par exemple, une après-midi tous les mois. Alors, ils vont avoir un contrat, un nombre d'heures à faire, et ça sera soit un nombre d'heures toujours le même, chaque semaine. Donc, eux, on ne pourra pas les faire fluctuer, même si on est sur une semaine haute ou sur une semaine basse. Et sur certains contrats, on leur demande vraiment s'ils acceptent de faire des heures en plus. On place là où on veut, par contre. Effectivement, il y a la difficulté des gens qui ont 2 emplois à temps partiel, j'imagine. Donc, on est obligé, dans ces cas-là, de donner des informations précises. Eux, on se tient au planning modèle, finalement. C'est ça qu'on va faire. Il y en avait une là-bas déjà. Plus fort. De 3 à 5 amis. Oui. Est-ce que vous avez testé le modèle sur des équipes qui sont juste Non. Oui, non, mais c'est vrai que ce serait intéressant de savoir jusqu'où on peut aller. On n'a pas eu le temps. Mais c'est une bonne question, parce qu'effectivement, comme c'est la première fois qu'on fait la résolution de ces 2 problèmes en une seule passe, ça serait intéressant de voir jusqu'où il s'en sort, quoi. Vous avez parlé de l'équité. Je pense que c'est quelque chose de l'acceptabilité au niveau des employés dans une équipe. Oui. Vous avez parlé d'une sorte de distance par rapport à une trajectoire idéale. Enfin, comment c'est mesuré et est-ce que finalement c'est pris en compte dans le modèle? Alors, en fait, on va équilibrer. Il y a un critère d'équité qui est sur le nombre d'ouvertures et le nombre de fermetures. Donc, chaque employé doit faire à peu près le même nombre d'ouvertures et le même nombre de fermetures dans le magasin. Donc ça, c'est un critère d'équité. Et par rapport à la trajectoire, on était plus sur du… Ce n'est pas de l'équité, là, on est plus sur un temps de travail. Si tous les employés sont à 35 heures, on veut qu'ils aient fait 35 heures en moyenne à la fin de la période. Il va y avoir différentes façons d'y arriver. Mais l'équité, c'est vraiment pris en compte sur la contrainte sur le critère d'avoir le même nombre d'ouvertures et de fermetures. Question ? Visiblement, ça a fait un peu plus de travail que ce qui était initialement prévu. Comment évoluer la relation contractuelle? Il a fallu faire des avenants. Oui, c'est rigolo. C'est la vie de ce genre d'activité. Oui, c'est vrai. Et on est tombé sur un client très fair-play. Alors, ce qui nous a aidé, c'est qu'on avait un document, justement, la phase de cadrage, elle est clé. On avait un document de, 30 pages décrivant chaque contrainte précisément. Donc, quand il y a une nouvelle contrainte qui apparaissait, c'est quand même plus facile de dire, vous voyez, là,
on ne l'avait pas prévu. Donc, effectivement, il y a eu des avenants. Les ajustements ouais. contractuels. Oui, tout à fait. Ouais. Je Mais vois- facilité par une écriture détaillée de ce qu'on allait mettre dans le modèle. Je vois qu'il y a encore des questions, mais voilà, pour des raisons de temps, on va avancer. Je vous invite à discuter avec Aurélie Schweitzer après Voilà, la c'est séance. ça. Et merci encore. C'est vrai. Et donc, nous allons passer à la dernière présentation de ces deux sessions de retour d'expérience industrielle. Et c'est donc Sylvain Ducomment de Probayes qui va nous parler d'un problème d'optimisation tactique de réseau de transport. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Ducomment, je suis de Probayes et je vais vous présenter l'optimisation tactique de réseau de transport. Donc, une petite présentation d'abord de Probayes pour ensuite aborder les différentes problématiques. On va voir les spécificités des réseaux de transport et les philosophies de résolution qu'on a mis en place au sein de Probayes. Probayes, c'est une entreprise grenobloise spécialisée en data scientist et intelligence artificielle. En 2016, on a été racheté par La Poste, on est une filiale de La Poste, et on est basé sur Grenoble et à Paris. On a environ 60 personnes. On a principalement quatre équipes, une en computer vision, tout ce qui va être reconnaissance, une en machine learning qui va plus être prédiction, analyse de dataset, une équipe traitement automatique des langues, donc ça va être tout ce qui est chatbot, analyse de texte, et une équipe RO dans laquelle je fais partie. Et je vais vous présenter comment on a abordé l'optimisation tactique de réseau de transport. Donc, dans un premier temps, on va voir la vie d'un colis. Vous êtes particulier, vous voulez envoyer un colis de chez vous à un collègue. Le colis, vous le déposez dans un point relais, qui ensuite va être collecté, qui va être déposé dans un dépôt. Ce colis doit arriver à destination. Pour cela, il peut passer par une PFL, c'est une plateforme logistique, éventuellement un hub. Donc là, c'est le vocabulaire un peu des avions, c'est pour la massification de flux. Les hubs, ça va être des grosses plateformes logistiques qui vont massifier les flux. Une fois le colis passé par un hub, il va passer par une plateforme logistique et il va arriver à destination du dépôt de livraison. Ensuite, le point relais, vous récupérez au point relais. Donc, les réseaux de transport long courrier, ça va être toute cette partie de la collecte en point relais à la distribution en point relais. Donc, il va y avoir 3 gros acteurs, les dépôts, c'est les premiers et les derniers acteurs. Et à l'intérieur, il va y avoir les plateformes logistiques. Donc, plateformes logistiques simples ou les hubs qui vont être des plus grosses plateformes. Ça, c'est une problématique transport long courrier pour un colis. Le réseau de transport long courrier, il ressemble à ça. On a plusieurs dépôts, plusieurs PFL, plusieurs hubs. Chaque dépôt va transporter, soit distribuer, soit collecter vers une PFL. Et au centre du réseau, on a les PFL, les connexions entre les PFL et les hubs qui vont massifier les flux. Quel est l'enjeu de cette problématique pour un transporteur? On va avoir un enjeu de gestion de réseau. Est-ce qu'on peut absorber ces flux? Est-ce qu'on peut livrer suffisamment ces flux? Par où on fait transiter ces flux? Comment répartir le traitement des flux sur les hubs ou sur les plateformes logistiques? Et aussi une notion de qualité de service. Pour certains clients, vendre ce qu'on appelle J+1, c'est le lendemain. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le vendre, ce type de prestation? On va avoir un enjeu sur les plans de transport. À savoir que quand on a notre réseau de transport, on a des lignes actives, il va falloir louer ces lignes. On va demander à des transporteurs, sur cette ligne, tu dois faire 2 allers-retours par jour. Donc ça, c'est quelle ligne de transport activée?
quel type de véhicule de transport utiliser aussi. Est-ce qu'on utilise des gros camions, des deux caisses, une caisse, etc. Combien de véhicules on met sur chaque ligne. Et un enjeu sur la gestion des flux. C'est-à-dire qu'un seul colis, par où on va le faire transiter? D'un dépôt à un autre, par où on va le faire transiter? Tout ça, c'est comment remplir les véhicules aussi. Ça, c'est une notion de qualité de service, mais il y a certains flux qui vont être vendus non J+1. Donc, est-ce qu'on les fait attendre ou est-ce qu'on peut les placer dans ce véhicule? C'est les 3 enjeux, gestion de réseau, gestion de plan de transport, gestion de flux, qui répondent au problème de transport long courrier. Alors, un petit exemple, on va dire, comment on a traité historiquement avec nos premiers clients la problématique. On a une demande entre Paris et Grenoble, de ce dépôt à ce dépôt. On a un réseau avec 2 PFL et un hub. Il faut choisir le chemin que va prendre ce colis, cette demande. Elle peut passer soit par cette PFL et ensuite directement à Grenoble, PFL, hub, PFL, ou même aller près de Bordeaux et revenir à Grenoble. Ça, c'est le cheminement possible. Ensuite, quel choix on peut faire du type de véhicule? On va nous rajouter des variables. On a 3 types de véhicules, véhicules légers, une caisse, 2 caisses. Ensuite, là, c'était pour une demande. Maintenant, il faut associer toutes les demandes. Donc, par où on va faire transiter toutes les demandes et où est-ce qu'on va mutualiser le transport pour les demandes. Tous ces choix. Pardon, j'ai oublié aussi. Sur les plateformes logistiques, on peut effectuer des opérations. Alors, généralement, il y a des opérations de tri, c'est-à-dire les camions, ils entrent d'un dépôt avec plusieurs demandes à plusieurs destinataires. Qu'est-ce que va faire la plateforme de tri? Elle va trier ces colis pour bien les mettre dans le bon destinataire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'opération de tri. L'opération de co-chargement, on a 2 véhicules qui arrivent, il n'y en a qu'un seul qui sort. Donc là, on suppose que c'est déjà trié. Ça, c'est le co-chargement. Toutes ces opérations, plateforme de tri, par exemple, ça va prendre plus de temps parce que ça doit passer par la machine de tri. Le co-chargement, les camions, ils peuvent rester sur le parking où ça transite un tout petit peu par la machine de tri, mais c'est beaucoup plus rapide. Ça, c'est des opérations qui alourdissent encore les variables de décision du problème, où on duplique plus ou moins les hubs et les PFL. Donc ça, historiquement, comment on l'a résolu? On a fait un gros PL. Donc on n'a pas fait une modélisation avec des arcs. On a plutôt fait une modélisation de cheminement, ce qu'on appelle pass-flow. C'est-à-dire que la variable de décision, ça va être un chemin. Le chemin qui va définir le séquencement et les opérations. Historiquement, on l'a fait aussi avec iLog, parce que le premier client, il avait une licence. On mettait ça, ça mettait du temps à résoudre, mais ça résolvait. Or, à ce premier client, il y a eu d'autres réseaux qui sont apparus, d'autres contraintes, à savoir que le PL initial, c'était assez restreint en contraintes, c'était que pour un seul client. C'est dur après d'un PL de rajouter des contraintes. Et on a eu aussi des réseaux logistiques qui sont apparus, différents réseaux logistiques. En moyenne, on a 3 à 30 plateformes logistiques. Donc, c'est les points rouges. Là, c'est un réseau type. 0 à 6 plateformes hub. Donc, c'est les plus grosses. Il y a des réseaux où il n'y en a pas. Elles peuvent faire toutes les opérations. Et on a 70 à 260 dépôts. Donc, ça, c'est les données d'entrée. En termes de, on va dire, résultats, une donnée d'entrée, on a un sac type de véhicule, 3 000 à 10 000 demandes par jour. Et on utilise pour les plans de transport 80 à 2 300 véhicules, 3 000 à 190 000 chemins colis. C'est-à-dire que
un coût. C'est-à-dire que la solution comporte 3000 chemins possibles. Oui. Donc ça, c'est les différents réseaux, mais c'est quelques chiffres sur les réseaux sur lesquels on travaille. Et notamment, chaque réseau a une spécificité. C'est pour ça que le premier PL de base, on n'a pas pu l'intégrer pour les nouveaux réseaux. On pouvait, mais il y a des réseaux qui ont insisté plus ou moins sur certaines contraintes métiers et d'autres qui ont pas ces contraintes métiers. En termes de spécificité de réseau, on a le type de réseau. On a les réseaux centralisés. On voit un exemple. Ici, on n'a qu'un seul hub. Donc, tout doit transiter par ce hub pour ensuite aller dans les PFL. Ça, c'est un réseau centralisé. Un réseau décentralisé, c'est on n'a pas de hub. Donc, on n'utilise que les plateformes logistiques. Et on a aussi des réseaux régionalisés, c'est-à-dire que le dépôt final, il est rattaché à une PFL, à une plateforme. C'est-à-dire que le colis à destination de ce dépôt doit forcément transiter par sa plateforme logistique de rattachement. Donc là, on voit que la plateforme ici, tous les dépôts qui sont autour sont rattachés. Donc ça, c'est réseau régionalisé. Qu'est-ce que ça engendre sur ces réseaux? Ça engendre les cheminements possibles, les chemins possibles que peut prendre un colis. Pour un réseau centralisé, le point central, c'est tous les colis doivent transiter par là. Pour les réseaux décentralisés, il y a beaucoup plus de chemins possibles. Ça peut passer soit en liaison directe, donc dépôt à dépôt, soit ça peut faire PFL dépôt, PFL hub dépôt. Et pour les réseaux régionalisés, c'est que le colis, il est forcément rattaché à sa PFL de rattachement. Donc ça déjà, le type de réseau nous donne le cheminement possible d'un colis. Des contraintes métiers différentes aussi. On a la capacité de tri, donc ça qui est donnée par les machines de tri au sein des plateformes logistiques. Alors, c'est les données, c'est le temps de traitement d'un colis. Ça, c'est purement physique, donné par la machine de tri. Combien en moyenne le colis va transiter dessus. Sur chaque raison aussi, on a une gestion des quêtes différente. Généralement liée avec la machine de tri, mais par exemple, pour un client, un quai, c'est une destination. On ne peut pas modifier. Pour d'autres, il y a des temps plus ou moins de chargement ou des temps de placement au niveau des quais, le temps qu'un camion se gare. On a aussi les différentes opérations logistiques. Alors, tous ne font pas les mêmes opérations, ça dépend des véhicules utilisés ou même de la place disponible sur les plateformes de tri, mais on a le tri, donc là, 2 camions qui viennent d'un transit, on trie sur la plateforme de tri, il y a 2 camions qui partent avec le bon destinataire. On a le co-chargement, on l'a déjà vu, on remplit un camion, et on a aussi l'échange. Alors là, c'est 2 camions avec 2 compartiments, et en fait, on va échanger les 2 compartiments entre eux. Donc, c'est toujours des temps de traitement différents suivant les colis. Là, on passe par la machine de tri. Là, ça peut se faire par un raccourci dans la machine de tri. Et l'échange, ça peut se faire sur le parking. C'est un échange de caisses. On a aussi différents types de véhicules. Donc là, c'est les 2 caisses mobiles. C'est là où on peut faire les échanges. On peut avoir une caisse mobile. On peut avoir... Il en existe plein. Pour certains réseaux qui ont par exemple leur propre flotte de véhicules, il est intéressant d'avoir un équilibrage des entrées et des sorties. C'est-à-dire que tous les camions qui partent le matin doivent revenir le soir. Généralement, c'est le midi que ça ferme, mais tous les camions qui partent le matin doivent revenir le soir pour qu'il y ait le même nombre le lendemain matin. Ça, c'est l'équilibrage. Ça peut impliquer des retours à vide. C'est-à-dire qu'il y a des camions qui vont retourner à vide pour satisfaire la contrainte d'équilibrage. Ensuite, on a aussi, pour des réseaux, la gestion de la collecte et dispersion. C'est-à-dire, avant d'arriver ou de déposer dans une plateforme de tri, on va faire plusieurs dépôts.
on va collecter d'abord tous les dépôts, décider lesquels. Est-ce qu'on fait que la collecte? Est-ce qu'on fait la dispersion? Est-ce qu'on fait les deux? Parce que certains dépôts, ils ont des heures de collecte, d'autres des heures de dispersion, et d'autres dépôts, ils ont les mêmes heures. Ça, c'est toutes les spécificités du réseau. En fait, on va montrer un peu comment on a résolu pour un des réseaux spécifiques, à savoir qu'on avait initialement le gros PL avec Ciplex, mais là, on a un nouveau client est apparu avec ce réseau et il ne voulait pas de Ciplex, il voulait une solution libre, adaptée à ses besoins. Donc, un peu le cahier des charges sur ce client. Il y avait bien gérer la capacité des tris au niveau des plateformes logistiques. Donc, vraiment lisser plus ou moins la charge sur les plateformes logistiques. Et une grosse notion sur le taux de J+1, la qualité de service. Parce que ce client, il vend ce service en disant que c'est du J+1. Il faut respecter au maximum ça. Donc ça, c'est les nouvelles contraintes aussi qui sont apparues par rapport au PL historique. On a vu un peu tout. Dans les principales contraintes, oui, lissage de l'utilisation de machinerie, légal de conduite, normal. Ah oui, et aussi, comme je l'ai dit précédemment, un quai égale une destination. Et on nous a demandé, à nous, du moins, à l'optimisation de définir quel quai est affecté à quelle destination. Ou bien c'est eux qui disposent, qui disent notre plateforme de tri, elle a 30 quais, voici ses destinations. Ou bien ils laissent faire l'optimisation. Et ce qu'on ressort, il y a deux choses principales. Ce qu'on ressort, c'est le plan de transport. Donc, c'est les lignes actives. Un véhicule, il part à telle heure de ce dépôt, avec ça. Et la vision colis, tel véhicule est transporté par tel colis est transporté par tel véhicule. Donc, c'est les deux plans qu'on ressort. Comment on a abordé cette problématique avec ce nouveau client? On est resté quand même sur la vision chemin. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait une notion de complexité de tous les cheminements possibles. On génère ces cheminements possibles. À partir de ces chemins possibles, il faut définir tel quai affecté à telle plateforme logistique. Donc là, on va faire une définition de rattachement. Et c'est-à-dire qu'on va encore réduire le cheminement possible. Dans cette première étape, on énumère tous les chemins possibles. Dans cette étape, on définit la destination des quais de chaque porte des plateformes logistiques, ce qui va encore réduire la liste des chemins possibles. Ensuite, on arrive sur la gestion des capacités de tri. Donc là, on a la capacité de tri, les chemins valides qui respectent les rattachements définis à l'étape précédente. On le résout, on verra par la suite un peu comment, et ça nous donne l'utilisation des machines et surtout la capacité résiduelle de l'utilisation des machines. Parce que certains chemins ne peuvent pas rentrer là-dedans, mais au moins on a la capacité résiduelle. Ensuite, finalement, on décide, avec toutes ces données, de prendre les meilleurs chemins. Une fois qu'on a, pour un colis, un chemin, on va définir les véhicules et on remplit les véhicules. Ça, c'est la philosophie de résolution qu'on avait en tête, qu'on a voulu faire, avec plus en détail l'étape 2, comment on a fait pour définir les rattachements des sites. En fait, on a modélisé un problème de flow maximum à coût minimum. Ici, on a les dépôts, là, les PFL. Les PFL, elles ont un nombre de portes bien défini. Et ce qu'on a, la minimisation, c'est la durée entre le dépôt et le PFL. En fait, sachant que une porte est égale à un dépôt, on a limité cette capacité à 1 entre dépôt et PFL.
Et dans l'étape 3, on a fait chaque machine de tri, finalement c'est une machine, et un chemin, c'est une séquence d'opérations dans les machines. Donc on l'a modélisé avec un job flexible, une minimisation du max span, plutôt maximisation du nombre de jobs ordonnés, sachant qu'il y en a qui sont optionnels, afin qu'on obtienne tout le temps une solution. Donc on obtient ça, les tâches, c'est la durée de traitement sur le site, suivant la taille des colis. Or, pour nous, c'était bien. On avait fait un bon séquencement. Mais par contre, pour le client, la séparation de ces deux étapes, ça n'allait pas du tout. Et parce qu'il y avait, d'une part, il y a des quais qui sont utilisés 2 fois pour certaines destinations. On n'a pas spécialement pris en compte. Et ça, la séparation des deux cassait quelque chose aussi dans la capacité des tris. Donc, ça ne lui plaisait pas. Ça ne respectait pas toutes les contraintes. Donc, finalement, on est resté sur cette philosophie où on a fusionné un peu l'étape 2 et 3 pour en faire un gros PL, un peu réduit. Mais on garde l'étape 1, donc construction des chemins. Ici, on fait une succession de 2 PL, mais sans la séparation distincte des rattachements et du job shop flexi. Et on reste dans la création et le remplissage de véhicules. Ah oui, donc ça c'est pour ce réseau client exemple qu'on a pris, mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour tous les autres réseaux qu'on avait déjà en place, on a essayé de faire cette philosophie de résolution avec ces 3 étapes, et on se rend compte qu'il y a vraiment ces 3 étapes dans chaque heuristique spécifique à chaque réseau. C'est vraiment le cheminement possible où là, il y a les contraintes métiers de chemin qui vont apparaître. La sélection du meilleur chemin pour un colis. Et enfin, une fois qu'on a sélectionné pour chaque colis un chemin prédéterminé, on va remplir les véhicules. Pour conclure, je ne sais jamais conclure. On a présenté la philosophie de résolution sur un réseau type. Et il faut savoir que dans ces processus, c'est toujours des allers-retours avec le client. On a vu que la première philosophie de résolution qu'on avait découpée en 5 étapes, ça ne plaisait pas au client. Il y avait des contraintes qui n'étaient pas spécialement satisfaites d'un point de vue client. On a dû refaire une boucle pour réadapter. Et tout ça, c'est grâce à l'exploitation des résultats. Ici, on voit une solution. Et on boucle à chaque fois, à savoir aussi qu'un réseau n'est jamais figé. Ils sont tout le temps en perpétuelle amélioration. D'une part, parce qu'il y a beaucoup plus de colis qui transitent dans le réseau. Il y a les pics périodes aussi qui apparaissent à Noël. En fait, en ce moment, c'est tout le temps la pic période, surtout avec la crise sanitaire, ils n'en sortent pas depuis 1 an et demi. Donc, ça évolue à chaque fois. Et surtout, donc on a vu qu'on pouvait, on a vu les enjeux d'un point de vue tactique, d'un point de vue opérationnel. Ça peut être utile aussi pour les pics périodes, de pouvoir adapter ces flux dans les machines de tri pour adapter l'acheminement d'un colis à tel type. On a la capacité résiduelle, donc est-ce qu'on peut, on a le nombre de portes de quais nécessaires, est-ce qu'on peut. Et aussi, on a un point de vue aussi stratégique, à l'aide de simulation, par exemple. On veut mettre une nouvelle plateforme logistique. On a 3 sites qui sont proposés dans notre liste. On peut lancer la simulation avec les données, lequel nous donne, avec les KPI qui sortent, lequel nous donne les meilleures solutions. Donc, ça peut être aussi utilisé d'un point de vue stratégique via des simulations.
On prend pour 2 ou 3 questions. Comment ils font jusqu'à maintenant? Comment ils font? C'est des têtes pensantes avec des gros Excel autour de grandes réunions. Ils décident. Non, c'est caricatural, mais principalement c'est ça. Après, c'est très géographique. Je veux dire, où placer les plateformes? Le tri, c'est un peu géographique. Où les faire transiter? Bon, jusque-là, ils pouvaient le faire. Après, quand on apparaît dans les pics périodes, on a des solutions qui ont complètement étonné nos clients. C'est-à-dire que là, on a Paris et Tours. Intuitivement, Paris est plus gros. Ils ont des plus grosses plateformes logistiques. Donc, historiquement, ils faisaient passer par Paris. Sauf que à Tours, c'était sous-utilisé. L'optimisation leur a dit essayer de pousser à Tours. Ça dégage Paris, qui était en surutilisation. Et Tours, en fait, ils ne l'utilisaient que pour ici. Mais ils ne pouvaient pas se dire qu'une solution de Normandie pouvait aller à Tours. Mais ils font intuitivement. On a un réseau régionalisé, c'est assez intuitif. Mais après, il y a des solutions de transit et surtout, l'avantage aussi, là, c'est l'intégration des différentes opérations logistiques. Avant, tout le monde poussait dans le tri, on mettait tout sur la machine de tri. Mais si on fait un tri préalable dans les dépôts, on peut faire des échanges, on peut faire des rechargements. Et ça, c'est plus dur intuitivement à voir. Donc ça a permis aussi d'avoir ce type d'opération. Mais sinon, c'est des têtes pensantes. C'est utilisé par la poste directement comme solution. Je suis désolé, je n'ai pas le droit de le dire. Je n'ai pas le droit de communiquer sur le nom du produit, mais sur le nom des clients. C'est un périmètre qu'on redéfinit le réseau. Alors, sur le tactique, sur quelle ligne activée, c'est des contrats de 2 à 3 ans. Genre, on va demander sur quelle ligne activée, mais généralement, c'est bon. Après, il y a des contrats aussi, c'est ponctuel. Ça dépend du marché. Et après, sur l'implantation des PFL, ça va être des décisions sur 5 à 10 ans. Et opérationnellement, non. Tactiquement aussi, ça peut être revu chaque année. Autre question, c'est là où vous donnez un cas où on parle de la page blanche. Et je suppose que quand vous dites que vous revoyez, c'est qu'il faut modifier à la marge. Dans ce cas, est-ce que vous avez une espèce de replanning? Vous avez un existant que vous décidez d'améliorer sans partir from scratch? Non, on part from scratch. C'est dans le pipe d'avoir une solution existante et justement mais l'optimisation part from scratch. Merci beaucoup, je crois qu'on remercie.